Bueno, muy buenos días a todos y todas. Agradecemos inmensamente su presencia. Soy parte del Comité de Historiografía de la Red Latinoamericana de Estudiantes de Historia del Arte y tengo el placer de dar inicio a esta charla que cuenta con la colaboración del Comité de Historiografía de la Red LEA, de la Revista de Teoría de la Historia y de la Cooperativa Polífona. Hoy contamos con la ilustre participación del profesor Dr. François Dos, quien nos brindará una rica discusión sobre la historiografía y la biografía, con especial enfoque en la historia intelectual y los enfoques de Deleuze en torno al cine y Paul Ricoeur sobre la memoria y el olvido. Informamos que esta reunión está siendo grabada y estará disponible en nuestro canal de YouTube, entendiendo que todas las personas presentes ceden los derechos de imagen. Este evento está programado para una duración de aproximadamente 1 hora y media. Comenzaremos con una breve presentación del invitado y de las actividades del comité, seguida de la conversación con el profesor Doce. Al final, abriremos para preguntas y debate. Invitamos a todas y todos a traer cuestiones, referencias y comentarios sobre el cine latinoamericano y mundial para enriquecer el diálogo. Nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento a los colegas del Comité de Cineclub de la Red Latinoamericana de Estudiantes de Historia del Arte, a la revista de Teoría de la Historia de la UFG de Brasil y a la cooperativa Polífona, quienes nos apoyaron en la realización de este evento. La colaboración de todos y todas y todes fue fundamental para hacer posible otro encuentro tan significativo. Recordamos que en las reuniones del Comité de Historiografía utilizamos tanto el portugués como el español para la comunicación. Así que siéntanse en libertad de usar el idioma con el que se sientan más cómodos. Adicional a ello, hoy contaremos con traducción simultánea del francés al español para que podamos charlar clara y tranquilamente con el profesor Doce. En caso de dudas, contamos con colegas disponibles para ayudar con las traducciones también a todos estos idiomas. Ahora me gustaría dar la palabra a nuestro colega Sergio, miembro del Comité de Historiografía y también del Comité del Cineclub de la Red Latinoamericana de Estudiantes de Historia del Arte, para que presente nuestro invitado. Sergio, tienes la palabra. Bom, obrigado. Bom, eu vou apresentar aqui o professor Dossi, ele chama assim, professor François Dos. Ele é historiador e professor no Institut Universitaire de Formation de Maîtres et de Créteil e é membro do Centre d'Histoire Culturelle de Société Contemporaine de la Université de Versailles, Saint-Quentin, en Yvelines, e pesquisador do Instituto Histoire du Temps Présent do Centre National de la Recherche Scientifique e conferencista do Institut d'Études Politiques de Paris. É um dos fundadores da revista Espace-Temps, é colaborador de O Olho da História, a revista da Universidade Federal da Bahia, e revista de História Contemporânea, membro do Conselho Consultivo de L'Epine, pela Universidade de Valência, Espanha, e membro do Conselho Científico de História e Historiografia da Universidade Ibero-Americana, no México. Autor de obras, aqui no caso, título em espanhol, El Arte de la Biografía, 2007, e La Marcha de las Ideas, 2007, além de uma extensa e notável bibliografia que inclui a coletânea Anala, 2006, e um texto essencial para qualquer historiador, e títulos como La Historia del Estructuralismo, de 2004, Michel Cioto, 2003, Pierre Nora, 2011, e sua obra também abrange Cornelius Castoriadis, 2018, e a recente Saga de los Intelectuales Franceses, 2003-2024, entre muitas outras publicações igualmente ou ainda mais estimulantes. Hoje a entrevista com o professor François Dus será conduzida pelo nosso colega, o César Augusto Duque Sánchez, que é membro do Comitê de Historiografia do Comitê de Cineclube da RELEA, e
César é graduado em 2013, mestre em 2016 e docente de graduação em universidades bogotanas. É pesquisador nas áreas de teoria, psico, sócio, histórico, genética da cultura, historiografia, história das ciências, com ênfase nas ciências sociais, Big History, como foco em teoria e historiografia da arte e da cultura. Colaborador externo da Network of Concerting Historians da Universidade de Groningen, Grupo de Gran História, Universidade Oviedo e Rede Ibero-Americana de História e Historiografia. Participa dos comitês de historiografia e cineclube da RELEA, a Rede Latino-Americana de Estudiantes de História del Arte. E com isso, para facilitar essa tradução entre o espanhol e o francês, os nossos colegas da cooperativa Polífona gentilmente se ofereceram para colaborar com o evento. Um prazer, nós vamos apresentar o Julián Barlin Astier, que nos ajudará com a tradução durante toda a programação. O Julián tem mestrado pela École des Hautes Études de Sciences Sociales, em 2020, e em pesquisa comparativa entre história, sociologia, antropologia, e em 2019 fez um intercâmbio na Universidade Nacional de Colômbia, em Bogotá. Seus interesses de pesquisa são estudos culturais, a construção da branquitude, estudos de gênero e historiografia trans. Antes de iniciarmos a nossa entrevista com o professor Roger Douce, gostaríamos de passar a palavra para Julián, para apresentar a cooperativa, e em seguida a nossa colega Heloísa Marot, agora foi até francês, e Alexander Brito, que farão as apresentações da Rede Leia e do Comitê de Historiografia. Por favor, Julián. Je ne vous entends plus. Julián. Oui? Oui, Julián, s'il vous plaît, présentez, s'il vous plaît. Oui? On ne vous entend pas. Enfin, moi, je ne vous entends pas. Sí, aquí se te escucha, pero está la confusión de Non. los dos canales. Bueno, compañeros. Julián, s'il vous plaît, je n'écoute pas. Je n'écoute pas. Claro que sí, compañera, sí. Bueno, entonces te leo. Polífona Cooperativa. Somos una cooperativa de profesionales del campo de las lenguas. Ofrecemos servicios de traducción, de interpretación, enseñanza de idiomas y edición. Nos une la inquietud por encontrar estrategias que faciliten la comunicación oral y escrita entre culturas y sociedades, respetando y reconociendo las necesidades y particularidades de las personas u organizaciones, así como sus diversos lugares de enunciación. Tenemos una sensibilidad por los procesos organizativos, populares y sociales, por lo que hemos creado una estructura cooperativa y solidaria que nos motiva a construir lazos de apoyo y confianza con personas u organizaciones que requieren servicios de interpretación, traducción, edición o enseñanza-aprendizaje y que no cuentan con los recursos financieros para acceder a ellos. En esta medida, nuestra apuesta se basa en los principios de la redistribución, el internacionalismo y la creación de modelos económicos que dignifiquen el trabajo. Así, nuestra propuesta no apoya economías ni políticas
basadas en la explotación ni la precarización de las personas trabajadoras. Trabajamos bajo un modelo horizontal con cargos rotativos y hacemos una redistribución equitativa de los ingresos entre las personas que hacemos parte de la cooperativa. Obrigada, César. Agradeço a oportunidade de estar aqui para apresentar a Rede Lerra e o Comitê de Historiografia. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês hoje. A Rede Latino-Americana de Estudantes de História da Arte é uma organização sem fins lucrativos, formada por estudantes de graduação e pós-graduação em História da Arte, que busca construir uma plataforma de diálogo em ações conjuntas em nível latino-americano. Desde o início de 2020, a organização é formada por estudantes de 28 universidades de 11 países latino-americanos. Ela se caracteriza por ser horizontal, voluntária e participativa. As atividades da Rede Lerra podem ser acompanhadas por meio do nosso Instagram e é acessível pelo QR Code que está sendo exibido na nossa projeção. O Comitê de Historiografia é vinculado à Rede Latino-Americana de Estudantes de História da Arte, foi fundado em abril de 2021 e é atualmente coordenado em gestão coletiva por mim, Heloísa Amaro, e pelo Alexander Brito, que também está aqui com a gente hoje. Eu gostaria de compartilhar a apresentação do nosso Comitê de Historiografia com o nosso colega Alexander. Por favor. Olá, bom dia, boa tarde. Estão me ouvindo? Me escutam? Sim, sim, Ok. sim, amigo. Muito obrigado. Ok. Então, dando sequência à abertura dos trabalhos, eu, vou dizer aqui que o nosso comitê ele se dedica a analisar e discutir os distintos olhares e memórias construídos sobre o nosso passado, para o nosso presente, bem como a escrita e a produção de novas histórias, artes e futuros. Nós nos organizamos de forma coletiva e horizontal, com reuniões quinzenais. No último sábado de cada mês, realizamos encontros abertos ao público. Trabalhamos em 2 projetos permanentemente no comitê, aos quais convidamos vocês a conhecer através do nosso Linktree, O Atlas Mnemosine para a América Latina e o Guia Bibliográfico da História da Arte para a América Latina. Além desses projetos, vocês podem acessar os encontros mais relevantes do nosso comitê no canal do YouTube da Rede Lerra, nós agradecemos pelo convite para estarmos aqui hoje e, em seguida, passamos a palavra ao nosso colega César, que dará início à entrevista com o professor Doce. Durante essa sessão, o César fará 5 perguntas ao professor e, ao final, abrirá espaço, então, para participantes, que os participantes possam tirar as suas dúvidas. Ok? Acho que mostra só o nosso Linktree, e aí a palavra segue, então, para o colega César. Muito obrigado. Muito obrigado, meu amigo. Então, el encuentro de hoy con el profesor Doce tiene como referencia sus obras El arte de la biografía de 2007, La marcha de las ideas de 2007 y una extensa y maravillosa bibliografía biográfica que abarca la obra colectiva de Anales 2006, Un sueño de texto para cualquier historiador de la historia del estructuralismo, entre otras obras. Su obra aborda la necesaria intersección entre el individuo y las diversas estructuras para mostrar que hay movimiento y agencia en ellas, que no hay una dirección predecible en su función social y para trazar una génesis de la constitución, el posicionamiento y la pérdida de poder del campo intelectual durante el siglo XX. Nuestra charla de hoy lleva el nombre Desafíos historiográficos y democratización del saber, el arte de escribir las biografías e historias de las y los intelectuales. Con ello, pretendemos reflexionar sobre estas importantes figuras y, por supuesto, abordar los temas de las artes. También usaremos algunas imágenes en movimiento. Con ello,
quisiéramos experimentar nuevas formas de aproximación a la historiografía del profesor Doce, que ha trabajado previamente sobre la obra de Gilles Deleuze, entre las cuales se encuentran sus reflexiones audiovisuales en la obra La imagen-tiempo y sobre la memoria en la obra de Paul Ricoeur, La historia, la memoria y el olvido. Dos influencias que nos gustaría conectar con su perspectiva sobre la historia y sus gustos personales por las artes. Los filmes y los textos están disponibles en nuestro Linktree para quienes aún no han tenido la oportunidad de acceder a ellos. Esperamos que todas y todos y todes disfruten y pedimos que mantengan el micrófono apagado. Al final, abriremos para preguntas y debates. Profesor, siéntase libre de comenzar, por favor. Pasamos la palabra a su merced. No sé si el profesor nos escuchó. Oui, je vous entends, Ah, sí. mais bon, j'ai à peu près compris hein, ce que vous avez dit, mais on commence les questions et vous les traduisez en français? Sí, perfecto. No sé si quieras antes dar algunas palabras iniciales, comentar algo sobre nuestro, nuestra interacción, nuestro intercambio, ofrecer algo de contexto. ¿No? Non, mais moi, enfin, je vous remercie de cet échange et de cette rencontre qui me fait honneur et bien plaisir. Je suis ravi de pouvoir répondre aux questions que vous vous posez. Je ne sais pas si je serai à même de répondre à tous vos questionnements qui sont extrêmement pointus dans la recherche. Mais bon, le mieux, c'est peut-être de commencer par euh, que vous posiez des questions et pour que je comprenne bien ce que vous demandez, que vous les traduisez en français. D'accord? Claro, perfecto. Bien. Bueno, nuestra primera pregunta va orientada a tu trabajo como escritor y especialmente dar un lugar a la imaginación más allá de ciertos, digamos, cánones en los cuales te han ubicado, ¿cierto? Una historiografía centrada en la biografía y también en la nacionalidad francesa. En ese sentido, tú abordas la historiografía de Francia. Hace una semana, de hecho, hablábamos de tu trabajo y mencionaste algunas de las nuevas formas que han adoptado tus escritos e investigaciones. En particular, mencionaste la biografía de la historia de las mujeres Michel Perrault y el modo en que la historiografía francesa ha empezado a dar cuenta de la complejidad de la configuración de la historia francesa revisando sus influencias africanas y de Medio Oriente, excediendo las posibilidades el enfoque de historia nacional. La literatura que sitúa la historia intelectual francesa en los intercambios con las naciones europeas, ¿cierto? Sea en el caso de los anales, con los viajes de Marc Bloch al otro lado del Rin, como Alemania, y sus viajes a Leipzig o Bélgica, cuando conoció a Henri Pirenne, discípulo de Karl Lamprecht, el pionero alemán de la psicohistoria. En el caso de
África y de Oriente Próximo, es cada vez más numeroso e interesante ese enfoque por buscar las tradiciones de la historiografía francesa o de la intelectualidad francesa. En su libro, de hecho, La saga de los intelectuales, hablas mucho de los intercambios intelectuales de Georges Balandier con intelectuales africanos como Cédar Senghor, Sékou Touré, Félix Houphouët-Boigny y Kwame Nkrumah. Si dentro de un año, por ejemplo, se publicara una nueva edición de tu libro La Marcha de las Ideas, esta vez con un capítulo dedicado a este notable grupo de intelectuales de Oriente Medio, ¿qué dirías sobre el lugar del pensamiento africano, musulmán y asiático en un país tan diverso como el tuyo? ¿Cómo escribirías una historia transnacional o global de la historiografía francesa y de la intelectualidad francesa? Je réponds là? Oui. Ça aurait été utile de me traduire en français un peu la question pour que je la comprenne mieux, mais j'ai à peu près compris la question que vous me posez. C'est une question complexe parce que on ne peut pas parler comme ça d'histoire, d'historiographie globale, mondiale, sans tenir compte des traditions nationales. Bon, mon premier travail et ma première thèse et mon premier livre qui a été très connu dans le monde hispanisant, Espagne et Amérique latine, est la Historia en migajas, l'histoire en miettes, qui effectivement fait l'histoire d'une école qui est l'école française des Annales, qui est une école ouverte, mais je dirais que l'origine de la fécondité de cette école est une origine assez fortement française. C'est-à-dire que cette école ne s'est pas appuyée, ce sera le cas plus tard, mais à l'époque, c'est-à-dire la Revue des Annales se crée en 1929, et le premier projet date même de 1919, dans l'après-guerre. Donc on est dans des conditions très françaises où les historiens qui vont renouveler le domaine de l'historiographie, c'est-à-dire Marc Bloch, Lucien Febvre, hein, qui sont bien connus, qui sont médiévistes et modernistes et qui vont diriger la revue et la créer à partir de 1929, en fait, sont influencés par deux courants majeurs qui cherchent à moderniser le discours des sciences sociales. C'est d'une part l'école géographique française, Vidal de Lablache, et on va retrouver d'ailleurs Albert de Mongeon dans le comité de direction des Annales, donc les géographes, l'école géographique française va se trouver assimilée à la rénovation du discours historien et de cette école française. Et deuxièmement, je dirais une influence du côté de la sociologie, c'est-à-dire qu'effectivement, on va trouver aussi un certain nombre de sociologues, Maurice Alvax par exemple, qui va être un compagnon de route des historiens dans le comité de direction des Annales. Et là, l'année sociologique, le courant durkheimien, la sociologie durkheimienne va jouer un rôle tout à fait majeur dans ce discours historiographique. Et donc, on aura un mélange de l'école géographique, de l'école sociologique, qui ont échoué, enfin, qui à la fois ont un paradigme chacun qui est dominant, qui monte, mais qui échoue à synthétiser les choses. Et c'est les annales qui vont finalement, les historiens, qui vont fédérer cette modernisation. Donc, on voit bien que cette fédération de la modernité telle qu'elle se met en place dans les années 30 et qui va avoir, vous le savez, une grande influence internationale, puisque l'école des Annales va avoir une grande influence en Amérique latine,
hein, je pense, j'ai donné une conférence, par exemple, à San Paulo, à l'USPI, dans un amphithéâtre qui s'appelle l'amphithéâtre Fernand Braudel. Bon, donc, et c'est Braudel qui a mis en place le département d'histoire à San Paulo. Donc, il va y avoir une influence qui est une influence aussi un peu impérialiste, hein, de la part des Français, de dominer le champ historiographique dans le monde, mais c'est aussi de moderniser le discours de l'histoire. Et effectivement, là, et pas seulement en Amérique latine, un peu partout, on va avoir une influence qui va devenir hégémonique un peu de l'école historique française des annales. Hein, ça va être Marc Bloch et Lucien Febvre, puis ça va être Braudel, puis ça va être et Labrousse, puis ça va être Leroy Ladurie, Georges Duby, Jacques Le Goff, Pierre Nora, et j'en passe. Hein. Donc dans tous les domaines, aussi bien de l'histoire de l'Antiquité, du Moyen Âge, de l'histoire moderne et de l'histoire contemporaine, un peu moins l'histoire contemporaine, on va avoir ce paradigme des annales qui va d'ailleurs évoluer. Hein. Je ne sais pas si vous voulez que je développe l'évolution de ce paradigme, mais les conditions de cette rénovation, il ne faut pas se tromper, elles ne sont pas mondiales, elles ne sont pas d'origine africaine, elles sont d'origine française. Alors évidemment, dans un contexte particulier, qui est l'après-Première Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de la part de ces historiens de minorer l'histoire bataille, de sortir d'une définition restrictive de l'histoire qui serait confinée, disons, à la vie politique et à la guerre, à son aspect histoire-bataille, et de décentrer pour ouvrir le discours historien à l'économie, à la société, aux catégories sociales, de l'ouvrir à la culture, et puis avec Robert Mandrou, avec Lucien Febvre, à l'histoire des mentalités, à l'histoire des sensibilités, etc. Bon, donc à quelque chose qui ne se restreint pas à raconter la guerre comme c'était un peu la tradition des historiens depuis l'Antiquité, puisque le maître antique de notre discipline, l'histoire, c'est Thucydide. Or, Thucydide, qui dit qu'effectivement, contrairement à Plutarque, par exemple, il va dire la vérité factuelle, mais cette vérité factuelle, c'est la guerre du Péloponnèse, c'est de raconter une guerre. Hein. Et pendant longtemps, l'histoire, voilà, s'est assimilée à ces récits d'affrontements guerriers, etc. Et là, l'apport incontestable des annales qui ont transformé voilà, le discours historique, et pas seulement en France, un peu partout, c'est justement d'avoir ouvert à la société, grâce à l'apport durkheimien, et d'avoir ouvert aussi aux logiques spatiales, grâce à l'école géographique, grâce à Vidal de la Blache, de Manjon, de Martonne et autres monographies régionales qui sont parues au début du XXe siècle. Donc voilà, ça c'est un des apports majeurs de l'école des annales. On peut y revenir sur des questions, c'est évidemment un peu rapide. Alors aujourd'hui, c'est vrai que le contexte qui est le nôtre au début du XXIe siècle, et ça vous avez raison de le dire, est une échelle qui est un peu différente, c'est-à-dire qu'elle est de minorer plutôt les frontières nationales et le côté restrictif des histoires nationales qui se juxtaposent les unes les autres, et d'ouvrir vers un regard à une autre échelle, qui est l'échelle mondiale, qui est l'échelle globale, parce qu'on s'aperçoit concrètement que l'État-nation a perdu un petit peu de sa substance et que les grands enjeux de notre monde contemporain se jouent à l'échelle planétaire, à l'échelle mondiale, et ne se jouent plus même à un niveau continental. On le sait bien, puisque nous vivons dans l'ère que l'on peut qualifier d'anthropocène, qui est effectivement le fait qu'on a un certain nombre
de phénomènes comme le réchauffement climatique, comme les phénomènes de pollution, comme la couche d'ozone, comme j'en passe, sur l'équilibre de l'écosystème, qui se joue non pas à l'échelle nationale, mais et la diversité évidemment du vivant se joue à l'échelle mondiale. Et donc les historiens doivent tenir compte évidemment de cela, de la même manière qu'ils doivent décoloniser leur regard. Et donc, et là j'aime bien le titre de l'ouvrage de Romain Bertrand, qui a fait un grand livre sur la colonisation des Hollandais dans les Philippines, et il a fait un grand livre qui s'appelle À part égale. C'est-à-dire qu'il est allé voir les archives de ceux qui étaient colonisés, et il a symétrisé le discours des colons et des colonisés, en voyant que finalement, euh, il faut les mettre en symétrie, parce que sinon, on a un regard européocentré, occidentalocentré, et même si on veut, comme Braudel par exemple, faire une économie monde, une histoire monde, etc., ça a toujours été à partir de l'Europe quand même, à partir de l'Europe qui voilà, construisait avec le Nouveau Monde, avec le bassin méditerranéen, une histoire qui était une histoire évidemment voilà, conflictuelle, mais en même temps complémentaire. Or, il faut voir comment les sociétés autres, différentes, accueillent l'Europe, et ne pas voir l'Europe en position de surplomb par rapport à... Et donc les symétriser. Alors ça, c'est effectivement un nouveau regard, et ça a donné lieu à un concept qui me semble très intéressant, qui est le concept d'histoire croisée. D'histoire croisée, c'est-à-dire justement de tenir compte, ne pas parler d'une globalité comme ça, je veux dire, on met tout dans tout, mais de tenir compte au contraire, avec beaucoup de la singularité de chacune des situations, et de tenir compte donc très précisément des contextes, des discours, des moments de rencontre, des lieux de friction, et donc effectivement là, une attention aux archives, aux discours des acteurs, et à l'événement. Donc, ça nécessite, alors, au contraire de ce que disait Braudel, Braudel disait l'événement est l'ennemi des sciences sociales. Ça veut dire qu'effectivement l'événement reprend une grande importance. Et d'ailleurs, j'ai consacré un livre à l'événement qui s'appelle Renaissance de l'événement, l'événement entre Phénix et Sphinx. Et je vous indique d'ailleurs que il va être en langue espagnole en novembre, puisque le livre va être sorti à Buenos Aires, en Argentine. Donc, vous l'aurez en langue espagnole. L'événement qui était l'ennemi, hein, je le disais, de Braudel, dans un moment qui était un moment structural, où dans les années 60-70, on privilégiait les permanences, on privilégiait les invariants, on privilégiait ce qui ne change pas. Et aujourd'hui, on est au contraire très attentif à ce qui bouge, à ce qui les bifurcations majeures. Et ça signifie que la notion d'événement et d'événementialisation, ça rejoint d'ailleurs un certain nombre d'orientation philosophique, hein. Si on pense à Deleuze, si on pense à Foucault, si on pense à Lyotard, ce sont des philosophies de l'événement, fondamentalement. Et donc cette attention, elle est nouvelle dans la fin du XXe siècle et au début du XXe, et Derrida aussi, bien sûr. Je pense au livre de Derrida Habermas sur le 11 septembre, sur le concept de l'événement. Donc, oui, cette interrogation sur l'événement, et évidemment, elle nous importe à nous, historiens, l'événement, mais qui a été réduit à l'insignifiance, à l'écume des jours, à quelque chose dont on pouvait se passer fondamentalement au profit des grandes causalités géographiques. Bon, et je pense là, évidemment, aux thèses brodéliennes sur la très longue durée, sur la longue durée, qui était en fait une réponse des historiens aux défis structuralistes, hein, de Claude Lévi-Strauss. Eh bien, aujourd'hui, voilà, la notion
de changement, de basculement, de bifurcation, dans une histoire qui n'est plus une histoire téléologique, qui est une histoire qui, voilà, qui se fait dans son présent, hein, sans qu'elle soit inscrite dans une espèce de logique comme ça qui vous mène vers un futur qui est déjà inscrit. Donc voilà, alors évidemment, vous parlez de l'historiographie africaine, bon, il y a effectivement une prise en compte là, de ce qu'on appelle le décolonial, au sens d'un regard qui effectivement non seulement fait l'histoire de ce qu'a été la colonisation et de ce qu'a été la décolonisation par rapport aux puissances coloniales et aux empires, et puis, on parle de décolonial au sens aussi où voilà, le regard a changé jusqu'à aujourd'hui. Il faut le mener au-delà de ce qu'a été la colonisation, dans un regard jusqu'à aujourd'hui, mais euh, toujours dans un souci, et je pense là aussi aux études de genre, etc., toujours dans un souci de dialogue, toujours dans un souci de confrontation du même et de l'autre, hein. C'est-à-dire, là, moi, je suis évidemment hostile à une certaine conception du décolonial qui consiste à dire que l'autre est forcément l'ennemi et qu'il faut ne plus en parler, qu'il faut l'éliminer, qu'il faut le détruire. Évidemment, l'histoire est toujours un jeu de conflictualité, de prise en compte du même et de l'autre. Et donc, c'est cette construction commune avec que Lyotard appelle des différents. Il ne s'agit pas de faire abstraction de différents, c'est-à-dire de choses qui sont de l'ordre au-delà du litige, de langage différent, de langage autre, hein, mais de tenir compte de ces langages autres. C'est un peu comme ça qu'il faut penser l'histoire mondiale. Alors j'ai cité Romain Bertrand comme un voilà, des représentants de l'histoire mondiale en France qui me semble intéressant. Je pourrais citer aussi Patrick Boucheron, qui est médiéviste, qui est professeur au Collège de France, qui aujourd'hui voilà, joue un rôle éminent, puisqu'on est en ce moment dans les rendez-vous de l'histoire de Blois, qui est un peu le festival des historiens français tous les ans, et qu'il va prononcer le discours de clôture à la fin de demain, de dimanche. Et donc, oui, Boucheron a orchestré, enfin, c'est pas seulement Boucheron, il a orchestré toute une série voilà, d'historiens dans une histoire mondiale de la France, et donc pour voir l'histoire nationale avec le regard finalement des autres, hein. C'était une histoire impliquée avec d'autres. Et c'est quelque chose qui est en train de rentrer un petit peu dans les mœurs, et je pense notamment par l'histoire culturelle. Euh, je pense par exemple à ce tableau de Goya, puisque vous êtes hispanisant, ce tableau de Goya qui est le 13 de Mayo, que vous connaissez évidemment. Et c'est intéressant parce que justement, on l'étudie en France à l'école, hein, dans les cours d'histoire, parce que justement, c'est le regard de l'autre, c'est-à-dire de l'espagnol qui est colonisé par Napoléon, qui effectivement va résister au colonisateur qui est français, étudié par les Français, dans l'histoire française. C'est-à-dire qu'effectivement, on a le regard de l'autre qui se bat contre les Français et qu'on intègre. Voilà l'image que pouvait avoir cette France qui se donnait comme libératrice, qui se donnait comme allant dans le sens des droits de l'homme, de la Révolution française, etc., mais qui en fait jouait fondamentalement un rôle d'asservissement, de domination, d'exploitation des Espagnols. Eh bien, là, Goya le montre magnifiquement, et dans cette toile que vous connaissez, et ça rentre, voilà, c'est un des vecteurs de cette histoire différente, de cette histoire ouverte vers l'altérité. Bueno, quisiera aprovechar esta oportunidad que nos has dado para conocer tus gustos artísticos y también abordar su relevancia al conocer la historia,
para cambiar un poco de tema, esta vez para analizar tu experiencia un poco más amplia con las artes. Como miembro de una familia de artistas y en un país famoso por producir grandes artistas y cineastas, ¿consideras que los artistas son intelectuales y qué papel desempeñan en la formación de la opinión pública? Oui, ben, écoutez, effectivement, comme je l'ai dit, on vit une espèce de, certains parlent de cultural turn, tournant culturel. Donc, dans ce tournant culturel, oui, les artistes jouent un rôle tout à fait fondamental. Je dirais, pour reprendre des catégories on employait plutôt précédemment sur le plan de l'idéologie, je pense à Gramsci, aux dominations, à l'hégémonie idéologique, eh bien, évidemment, tout ce qui est de l'ordre de la création artistique, qu'elle soit picturale, qu'elle soit cinématographique, qu'elle soit romanesque, poétique, etc., joue un rôle. J'évoquais Goya tout à l'heure. Bon, évidemment que tous ces artistes façonnent notre perception, notre conception du monde, notre rapport au monde. Donc ils font totalement partie de ce monde intellectuel. Et comme vous savez, puisque vous avez évoqué le livre que j'ai consacré à la biographie que j'ai consacrée à Gilles Deleuze et Félix Guattari, évidemment, quelqu'un comme Deleuze, qui est philosophe, grand intellectuel évidemment, euh, l'avait très bien compris parce que il a travaillé justement avec des romanciers, il a travaillé avec des hommes de théâtre, il a travaillé avec des artistes peintres et il a écrit et consacré des séminaires au cinéma, à la peinture, comme vous le savez. Hein. Et donc, et là, son apport est tout à fait majeur d'ailleurs pour à la fois pour comprendre la création artistique, la création littéraire. Par exemple, je pense à, concrètement à la manière dont il a réfléchi sur la peinture. Il y a d'ailleurs tout un séminaire qui vient de paraître d'ailleurs sur justement qui s'appelle La peinture hein, de Deleuze, qui vient de paraître aux éditions de Minuit. Eh bien, il a beaucoup fréquenté et discuté avant d'écrire sur la peinture, avant d'enseigner sur la peinture, avec son ami peintre, dont il appréciait beaucoup la peinture, qui est Patrick Fromanger. Et donc, voilà, il allait dans l'atelier de Fromanger et il lui disait qu'est-ce que tu fais? Hein. Comment tu arrives à peindre? Comment tu vois ton tableau, là, ta toile? Alors, elle est blanche ta toile. Et Fromanger lui a dit, et ça a été très important pour Deleuze, il a dit, mais non, ma toile, elle est noire, elle n'est pas blanche. Ah bon, pourquoi elle est noire? Parce qu'elle est noire de stéréotypes, elle est noire de choses, d'images toutes faites. Et il faut que je me débarrasse de tout ça. Hein. Donc il faut que je la blanchisse, hein, que je me débarrasse de ce noir pour pouvoir peindre, pour pouvoir créer ma propre couleur, mon propre style de peintre. Et c'est que le rouge, en plus, est la couleur majeure chez Fromanger, qui a joué un grand rôle autour de 68, etc. Et donc, voilà, c'est dans ce dialogue entre le peintre et Deleuze et qui montre bien que voilà, la création artistique participe évidemment, est une entrée pour comprendre les grands enjeux intellectuels du moment. Là, il se trouve que je travaille sur Jean-François Lyotard, eh bien, Lyotard qui est un philosophe très complexe, hein, qui est très difficile sur ses concepts très durs. Bon, eh bien, et surtout sur la fin de sa vie,
il va consacrer l'essentiel de son œuvre à l'esthétique et à la peinture. Et il va écrire des tas de textes qui ont été rassemblés en 6 volumes sur ses amis peintres. Hein. Et donc là, la peinture aussi va jouer un très grand rôle. Je dirais que, et par la peinture, et par la création cinématographique, et par le roman, on comprend l'époque dans laquelle on vit. J'ai consacré l'année dernière un gros livre qui s'appelle Les vérités du roman à la production contemporaine française. Et justement, le sous-titre de mon livre était Les vérités du roman, une histoire du temps présent. Hein. C'est-à-dire que pour comprendre notre régime d'historicité, pour comprendre les difficultés de notre société, le côté voilà, crise, mélancolie, euh, hum, post-traumatisme de la guerre, de comment vivre après la Shoah, etc. Eh bien, le roman est le vecteur majeur pour l'exprimer. Et ça, c'est voilà, la production littéraire française est très significative là on pourrait prendre plein d'exemples de ce que j'appelle d'ailleurs des romans historiens, c'est-à-dire des romans qui sont vraiment de l'histoire contemporaine, avec presque toutes les règles et la méthodologie même qu'on requiert chez un historien. Donc voilà un vecteur majeur. Et puis on peut aussi évoquer, et j'en parle évidemment dans ma biographie de Deleuze, Guattari, c'est sur le plan cinéma, vous savez que Deleuze a repris en fait assez fondamentalement les analyses d'André Bazin sur la grande rupture de l'après-Deuxième Guerre mondiale, et même avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est là l'arrivée du néoréalisme italien, de Rossellini, Rome, ville ouverte, et puis ensuite la nouvelle vague française, hein, Truffaut, Godard, bon, et bien d'autres, Chabrol et bien d'autres, qui donnent un cinéma nouveau. Qui a été thématisé et théorisé par Deleuze, qui est devenu une grande référence internationale pour analyser le cinéma. Ces 2 ouvrages sur image, mouvement et image, temps sont absolument majeurs. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de ces 2 livres, évidemment, mais dire justement que ce qu'il perçoit là, c'est que la Deuxième Guerre mondiale a fait basculer l'image, notre rapport à l'image. Donc, c'est un très, très bon vecteur pour comprendre, là, le passage de l'image mouvement à l'image temps. Voilà, un monde devenu plus virtuel, un monde qui n'est plus un monde un peu de l'errance, un monde qui ne sait plus où il va, une crise d'historicité, un discours critique sur le caractère manipulatoire du cinéma hollywoodien ou du cinéma stalinien, bon, et donc à l'écart de tout ça. Et évidemment, le contexte historique est majeur, mais il prend, voilà, il prend le chemin de la fiction avec voilà, des gens comme Orson Welles, Rossellini, Renoir, et ensuite la nouvelle vague. Bueno, la siguiente pregunta va encaminada a conectar justamente estos 2 momentos de tu intervención. Por una parte, tus gustos y tus análisis sobre la transición de la imagen movimiento a la imagen tiempo en Deleuze, y la segunda sobre la transición del poder de los intelectuales hacia un lugar en el cual pues han sido subordinados por el poder económico. Parte de la derrota de los intelectuales tiene relación con los medios masivos. En ellos parece que las audiencias solo requieren alfabetización y literalidad, pero no se ven como requisitos mínimos el desarrollo de habilidades de lectura crítica y de análisis inferencial.
La aparición de la televisión, de las redes sociales y más recientemente de la inteligencia artificial como medios de producción textual que no orientan, sino que democratizan herramientas y no exigen pensamiento crítico a las audiencias, puede resultar un poco preocupante. En 2022 salió al público esta película de Alexander Sokurov. Si nos permites, podemos hacer una breve reproducción del tráiler que dura 2 minutos. Y en ella se usan deepfakes para ubicar en el mismo plano simbólico, además, dentro de un orden cristiano, en el purgatorio, las acciones de Mussolini, Churchill, Stalin y Hitler. Si quieres, podemos reproducirlo. Gracias, amiga. Parece clarísimo que en esta película es como imposible encontrar un horizonte de expectativa visual inclusive. Siempre hay niebla, siempre hay muros, todo está como encerrado en el mismo lugar. Nuestra pregunta sería, ¿el resultado de este filme puede ser considerado conectándolo justamente con tu perspectiva de Gilles Deleuze y en este caso atrapando un poquito el concepto tal vez y dándole curso a través de su relación con la obra El Antiedipo y Mil Mesetas con Félix Guattari, un caso de órgano sin cuerpo, es decir, un ejercicio de historia ficticia sin memoria, en el que de un modo banal se nos enfrenta a la dimensión terrible de un objeto totalmente autónomo, la inteligencia artificial, donde se presentan los criminales históricos de lesa humanidad, pero sin la dimensión dramática real de su actividad política, donde la ficción se localiza en el área de la realidad, asumiendo el lugar de enseñarnos banalmente, sin eficacia, sobre la realidad. Euh, ce serait pas possible de me je vois à peu près la question posée, mais c'est pas possible de la traduire en français pour que Sí, je obvio. sois pas à côté de ce que vous attendez. Sí, yo te la envié por el chat. Em, sim, sim, sim. Um, un segundo, por favor. Ah, regálame un minuto. Ya te envío. Espérame, te la envío. Era todo el grupo.
¿Sí la recibiste, Julie, querida? Non, mais si vous n'avez pas de traducteur, je peux essayer de répondre, mais je risque de répondre à côté de la question que vous posez parce que euh, elle me semble mélanger beaucoup de choses, mais donc vous n'avez pas de traducteur en français. Vous m'entendez? Oui? César, está tudo certo? Sí, sí, sí. Yo, César, está certo? Está aí. Julián está hablando con él, con el profesor. sí, Julián, sí, hace unos minutos estaba hablando y yo le envié al profesor la pregunta por el chat. Julián está traducido. Creo Julián que traduce. sí, es cierto. Donc si je comprends bien là, Sergio César, Ah, profesor, es que estás en la... Sí, Ah, está sim, en sim, la est-ce que sim. opción de vous pouvez español. me Oui, résumer, est-ce que vous connaissez Oui, le oui, euh, oui. français? Donc, euh, est-ce que vous pouvez me oui. résumer la question de César D'accord, d'accord. Bon, en français, hein? d'abord, Monsieur César a posé une question qui c'est sur le film d'Alexandre Soukhourov, D'accord, c'est Deep Fakes. Et il y a des images, ou des images qui sont en faux documentaire. En faux documentaire des images, en faux images des archives. Et c'est que des liens qui sont liés des fictions, ne sont liés réels et aussi des images catastrophes, des images qui s'utilisent de tous les actions ou tous les événements historiques comme d'accord. fascisme, comme nazisme et aussi des communismes de Staline, des présidents de Staline de Mhm. l'Union soviétique. E, se, e il que ce film est la question, la doute de Messie, c'est une question pour toute la vie, que c'est un film qui est considéré comme cas organe sans corps, organe sans corps. Et c'est-à-dire un exercice d'histoire fictice sans mémoire. Il a des mémoires, il a des mémoires, mais ça utilise pour la manipulation, pour un sophisme, un sans-sophisme qui fait des images et comment les spectateurs qui regardent les images et pensent et que tout le sang des, des, des images audiovisuelles D'accord. fait comme qu'on avait une vérité. C'est la question de la vérité, la question de le faux et la question de faire un discours qu'il a une situation de pessimisme, film deepfake. Et c'est la doute de César qu'il pense qu'il a un organe sans corps, il a une situation de fiction, mais sans mémoire. Sans mémoire, c'est impossible. Impossible. C'est impossible de penser qu'un être humain n'a pas de mémoire. C'est une contradiction, mais il a une construction sophiste des images. C'est la doute de César Auguste. Bien. D'accord, j'ai mieux compris. Merci. Merci, merci, merci.
Alors d'abord, bon, j'avais vu, puisque César m'avait donné à voir ces images de Sokourov, très grand réalisateur russe. Et effectivement, moi, elles m'ont inspiré par rapport à la thèse de Deleuze, c'est-à-dire, effectivement, on y voit des images qui ne sont pas connectées, qui sont différentes, qui sont tragiques, qui sont ancrées dans le tragique de l'histoire, sans commentaire, sans narrativité. Justement, on a là une belle illustration, je trouve, de ce que Deleuze appelle l'image temps. Hein. Et donc, effectivement, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait penser à cette transformation de l'image mouvement à l'image temps. C'est une belle illustration. Hein. J'ai vérifié, Sokourov n'est pas cité par Deleuze, mais effectivement, bah oui, effectivement, puisqu'il produit plus tard. Mais il illustre bien ce phénomène de basculement vers le virtuel, vers le tragique, vers le délinéarisé, etc. Bon, par rapport au cinéma classique. Donc voilà ce à quoi ça m'inspire par rapport à l'analyse qu'on peut faire des images. Alors après se pose l'autre problème qui est, pour ça que je voulais vous faire préciser la chose, qui est plus complexe, qui est sur la question de la vérité et de la fiction, des risques de manipulation ou de fake news grâce à l'utilisation de l'image et d'une image fabriquée, construite, etc. Moi, je crois que il faut pas se leurrer, c'est-à-dire que je crois qu'on est aujourd'hui, de toute façon, avec les technologies modernes, il ne s'agit pas de les dénoncer, ça ne sert strictement à rien, il faut les contrôler, enfin les contrôler, comprendre comment elles fonctionnent, comprendre comment elles fonctionnent. Et moi, je vois par exemple le support aujourd'hui est totalement indissociable de l'événement. Parler de l'événement historique, on ne peut pas parler d'information, de communication sans prendre en compte le support et la manière dont cette information est construite. C'est indissociable. Et on ne peut pas dire que c'est forcément manipulatoire. Hein. Moi, j'en ai une expérience concrète il y a bien longtemps, en mai 68. Mai 68, on ne peut pas comprendre l'événement mai 68 sans analyser le rôle des radios, par exemple. La radio, parce que effectivement, les manifestations se rassemblaient à partir de ce qu'on appelait les radios périphériques et les reporters qui donnaient voilà, le reportage de ce qu'ils voyaient. Hein. Mais c'est grâce à la radio. Et grâce à la radio, vous aviez une amplification du phénomène parisien sur l'ensemble de la France, puisque les gens pouvaient entendre la radio partout, dans les moindres villages les plus isolés. Donc, et là, ce n'est pas de la manipulation, c'est voilà, l'information qui passe, la communication qui passe par le support. Et c'est d'ailleurs comme ça que l'a bien analysé un historien important en France, qui est Pierre Nora, auquel j'ai consacré aussi une biographie, qui est l'auteur, vous savez, des lieux de mémoire, qui a joué un rôle majeur aux éditions Gallimard pour orchestrer toute la vie historique et des historiens français. Et Pierre Nora a fait un article qui s'appelle L'événement monstre, et qui ensuite qu'il a repris sous le titre Le retour de l'événement. Mais justement, à partir de cette réflexion sur mai 68 liée à son support qui est la radio. Pensez par exemple à un événement mondial. Cet événement mondial, il a été donné grâce à la télévision. Et donc, il ne s'agit pas de dénoncer la télévision comme une entreprise de manipulation. Elle peut être aussi un magnifique support de communication entre les hommes. Pensez par exemple à cet événement de 69, où vous n'étiez pas né, qui est les premiers pas de l'homme sur la Lune. Ça a été suivi sur toute le globe, sur toute la Terre. Hein. Je me rappelle, moi, m'être réveillé
avec le décalage, etc., horaire avec la Lune, à 3 heures du matin, pour voir à la télévision Armstrong, etc., marcher sur la Lune. C'est un événement extraordinaire. Et c'est ce support qui l'a donné. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de critiquer non plus les supports modernes. Aujourd'hui, notre discussion, notre échange, alors que vous êtes à Bogota et que je suis à Paris, comment est-il possible, hein, grâce à ce support qu'est Internet, les Zooms et la possibilité de communiquer en direct. Alors que sinon, comme vous savez, pour vous de Bogota, pour venir à Paris, pour moi, venir à Bogota, c'est un peu loin, un peu cher, un peu. Bon, là, on a une facilité de communication extraordinaire qui nous est donnée par les technologies modernes. Donc, il faut les valoriser tout en sachant qu'elles peuvent avoir des usages pervers, hein. Moi, je viens de sortir un livre, une énorme biographie, que je vous montre ici, sur Michel Serres, hein, qui vient de sortir aux éditions Plomb, sur Michel Serres, La joie de savoir. Bon, qui vient de sortir là en septembre à Paris. Eh bien, Michel Serres a fait l'apologie, par exemple, du portable. Et il a fait un livre qui s'appelle Petite poussette, hein, où il montre que les jeunes fonctionnent dans la communication avec leur pouce. Et comme il est féministe, il n'a pas dit le petit pousset, il a dit la petite poussette. Et donc, grâce au pouce, justement, et une dextérité ici pour échanger grâce au portable. Donc, il ne faut pas tourner le dos, hein. Vous avez un certain nombre d'intellectuels qui tournent le dos aux technologies modernes en disant c'est plus de la culture, il faut se contenter de livres anciens, du latin et du grec, et qui tournaient le dos à tout ça, qui est une espèce d'avilissement de la culture. Non, au contraire, c'est un pas en avant vers une communication beaucoup plus large, etc. Alors maintenant, effectivement, et le rapport à la fiction, il est là, hein. Je pense à un autre auteur historien auquel j'ai consacré une biographie qui est Michel de Certeau, qui d'ailleurs va, je vous signale là, pour notre ami brésilien Sergio César, que Michel de Certeau avait un rapport tout à fait particulier avec le Brésil et que ma biographie est en cours de traduction au Brésil. Eh bien, Michel de Certeau a défini l'histoire, la discipline historique, comme une science-fiction. Une science-fiction. Et évidemment, quand il parle de science-fiction, il ne parle pas du genre littéraire qui est la science-fiction, qui est, bon, voilà, une projection dans les technologies les plus inventives. Non, science-fiction parce que notre discipline, elle est toujours en tension entre la construction narrative et fictionnelle et créative, et puis, puis la factualité, les archives, et qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Donc, il y a cette tension constante qui donne justement toute l'importance en histoire au récit, à l'écriture, comment on écrit l'histoire, à partir de quoi, l'importance de l'égo-histoire, évidemment. Mais il y a ce rapport fictionnel qui est endogène à notre discipline, et d'ailleurs qui est tellement endogène à notre discipline qu'aujourd'hui nous assistons à un rapprochement extraordinaire avec les romanciers, avec la littérature, hein. La discipline historique en France, c'est institutionnalisé en coupant le cordon ombilical qui est rattaché aux lettres, à la littérature. Aujourd'hui, au contraire, on se rapproche et les romanciers sont sur nos brèches historiques et racontent fondamentalement l'histoire. Alors, il y a effectivement néanmoins un problème que vous signalez, oui, qui est la possible manipulation, la possible instrumentalisation, le possible voilà, communication de ce qu'on appelle les fake news. Et vous savez qu'il y a des spécialistes en la matière et qui jouent d'ailleurs un rôle politique, hein. Je veux dire, un Trump qui veut se faire réélire aux États-Unis est un spécialiste des fake news et les utilise pour manipuler évidemment
les électeurs américains. On a évidemment dans tout régime, et surtout les régimes totalitaires, on a ce genre d'utilisation et d'instrumentalisation, comme on l'a eu d'ailleurs dans le cinéma aussi. Hein, je veux dire, Hitler, pensez à Riefenstahl, pensez à effectivement le cinéma comme agite-propre, comme propagande nazie ou propagande stalinienne. Vous pensez au néoréalisme, pas au néoréalisme, au réalisme socialiste à la stalinienne. Vous avez aussi là une espèce de manipulation majeure de l'image. Ce qui n'empêche pas d'autres usages, évidemment, du cinéma et de l'image, qui sont des usages, au contraire, émancipateurs. Donc voilà, je pense qu'il faut faire attention à ne pas stigmatiser voilà, un support. Il y a des risques. Il y a des risques. Pensez à l'écriture, par exemple. Quand on a commencé à écrire, à passer de la parole à l'écrit. L'écrit a joui voilà, d'une légitimité, d'une aura, c'était forcément la vérité puisque c'était écrit. Pensez d'ailleurs à l'espèce de fétichisation d'ailleurs chez les historiens de l'archive écrite par rapport à l'archive orale qui était dépréciée. Bon, euh, Or, on le sait bien, l'écrit, oui, peut être faux aussi, il peut être complètement coupé de la réalité factuelle et s'autoriser d'une autorité parce qu'il est écrit. Donc, voilà, il y a là, à chaque fois, la nécessité, je crois, de comprendre et d'intégrer dans nos schémas d'analyse euh, voilà, le schéma de la construction de l'événement, la construction de la communication, et de tenir compte évidemment des objets qui sont des objets qui peuvent être extrêmement émancipateurs, comme ils peuvent être extrêmement dangereux. Nous, on a vu, par exemple, en France, oui, des usages, par exemple, des réseaux sociaux qui ont amené certains qui se sont trouvés harcelés au suicide. Donc, ça peut être des objets de mort, mais c'est aussi des objets de vie et d'émancipation et de meilleure communication. Voilà, c'est les deux faces, finalement, toujours de chaque élément, et c'est pour ça qu'il faut les prendre voilà, dans leur construction et les pousser vers le meilleur et éviter le pire. Merci, merci, professor César. Tá tudo tranquilo? Muchas gracias, muy obrigado. Merci, Merci. profesor, merci, Sergio. De todas maneras, nos queda la duda acerca de que es un medio y es un soporte de la comunicación y puede ser utilizado para la liberación, pero cada vez más los grupos de poder los están utilizando para construir visiones a su favor, para posicionar ciertas versiones, ciertas narrativas y ciertas formas de ver el mundo que los beneficien, y eso orienta una gran cantidad de porción de la población que tal vez no ha tenido toda esta formación más intelectual en el sentido de herramientas de lectura crítica que le permitan revisar esos medios masivos y esas redes sociales desde otro ángulo. Y eso nos lleva a una pregunta final, que es precisamente sobre el cine como vehículo de la memoria, reconociendo justamente la obra de Paul Ricoeur y su término memoria efectiva, que establece una mediación narrativa de la memoria con la historia. ¿Tú viste la película de Sergei Loznitsa, un ucraniano de este lado? Antes vimos una película de un ruso, ahora de un ucraniano, que se llama Funerales de Estado. En 2019 fue hecha pública y refleja un retorno muy solemne, que es muy peligroso además, a la memoria. Y especialmente quiero resaltar el subtexto de estas producciones que pretenden hacer memoria es empañado por grandes crímenes del totalitarismo y sin embargo, aún así parece como que se hiciera un borrón y cuenta nueva, como si se hiciera tabla rasa del pasado
y parece haber una nostalgia en la que la memoria borra a la historia, o el ejercicio del cine borra parte de la historia, una reconstrucción que tiene en cuenta muchos puntos de vista. La pregunta en este caso sería, ¿qué nos puedes decir sobre la memoria efectiva a través de esta película Funerales de Estado de Sergei Loznitsa? ¿Quieres reproducir el... Ay, gracias, cielo. D'accord, d'accord. Et professeur, professeur, euh, c'est la question finale. Et euh, sur le film de Serge Loznita. S'appelle Funérailles d'État, Funérailles d'État, 2019. Et c'est une película, oh, castellano o francés, pardon, pardon. Et c'est un film qui s'est fait des images des archives des autres cinégraphistes qui fait le reportage du funéral du chef d'État qui s'appelle Staline. Et, et c'est une question qui se pose, que s'il a un rapport entre des images de pensée de M. Paul Ricoeur, qui pense qu'il a une traduction espagnole, mémoire effective, ou c'est une mémoire qui s'est effective, ou qui s'y fait pour des narratives, des autres mémoires, et la mémoire qui s'est écrit l'histoire. Se utilise comme c'est faire l'histoire. Et vous pouvez en dire de la mémoire effective dans le film. Et c'est un travail du réalisateur Serge Loznitsa qui fait la découpage, qui fait la pellicule, qui s'utilise des autres images, des images de tous les cinégraphistes et tous les angles, tous les points de vue, les prix de vie de ces événements monumentaux comme le funérail. C'est toutes les personnes qui se prennent des images désolées, qui fait cri, et qui il y a des autres artistes, des sculpteurs, des peintres qui enregistrent et font l'image de l'anatomie de M. Staline. Et quel rapport de la mémoire effective de Paul Ricoeur avec les événements des funérailles de Staline et aussi les prix de vie de Serge Loznitsa. S'il vous plaît, monsieur. Oui, alors, j'ai juste vu là ce que effectivement César nous a montré et m'avait montré avant sur les funérailles de Staline en 53. Bon, c'est effectivement très intéressant de voir ça parce que ça montre comment a fonctionné le système totalitaire stalinien et les images traduisent
ce qu'a été la manipulation de tout le peuple russe et le culte de la personnalité. C'est-à-dire qu'elles sont très révélatrices de cela. C'est-à-dire que les funérailles ont porté jusqu'à leur paroxysme ce lien totalitaire où les Russes étaient dans l'adoration de celui qu'on appelait le petit père des peuples. Et qui est en fait un tortionnaire et un dictateur qui est un des pires que l'histoire de l'humanité ait eu. Donc, effectivement, ces images traduisent ça et elles sont un document historique manifeste, très intéressant pour comprendre cette unanimité autour de Staline sur comment un dictateur est à la fois quelqu'un de très isolé. Je pense que, par exemple, Staline, et ça doit être pareil aujourd'hui avec Poutine, changer de lit chaque nuit parce qu'il avait peur d'être assassiné et donc il pouvait faire confiance à personne, même parmi les dignitaires qu'il avait lui-même nommés autour de lui. Donc il y a une fragilité, comme on dit, il y a un talon d'Achille là, fragile d'un dictateur et en même temps il y a voilà, cette espèce de régime d'asservissement, de domination, de fin de toute forme de pluralisme, de multiplicité, de libre parole, etc., qui fait que il y a cette espèce d'adhésion affective, d'adhésion pas seulement politique à l'homme. Donc voilà, ces images montrent bien cela et effectivement, on pourrait aussi voir à l'échelle mondiale que la disparition de Staline en 1953 a fait pleurer beaucoup de monde partout qui croyaient dans le communisme stalinien, qui adhéraient à Staline, qui étaient derrière la voie stalinienne, etc. Bon, tout produit d'une manipulation absolue et là historique fondamentalement. Donc ces images de mémoire justement et montrent comment aussi la mémoire, et comme l'a dit Ricoeur, est fragile. Et comme elle est fragile, elle peut être facilement manipulée. Et c'est vrai que la disparition de Staline a été l'occasion, évidemment, pour le pouvoir d'amplifier le phénomène d'adhésion, de jouer sur l'émotion par les images, et donc d'amplifier l'autorité, l'aura, le rayonnement du dictateur qu'était Staline. Et là, le cinéma y a pourvu. Enfin, et toutes ces images des funérailles ont participé à cette manipulation qui s'est poursuivie jusqu'à ce que jusqu'au 20e congrès du Parti communiste, c'est-à-dire jusqu'en 1956, et l'arrivée de Khrouchtchev au pouvoir. Mais donc la nécessité là, et c'est tout l'apport de Paul Ricoeur, auquel là aussi j'ai consacré une biographie, de son dernier grand livre, qui est traduit en espagnol, hein, Au Fondo de Cultura Económica, qui est effectivement la mémoire, l'histoire, l'oubli. Et donc là, Ricoeur a fait un magnifique travail de distinction de deux domaines qui sont pas en relation hiérarchique, c'est-à-dire que la mémoire n'est pas en dessous de l'histoire ou au-dessus de l'histoire, mais de deux phénomènes qui sont de nature différente et qu'il faut distinguer. Un, la mémoire, deux, l'histoire. Ce sont deux notions distinctes, c'est-à-dire que la mémoire, elle est de l'ordre d'une valeur qui est la fidélité, et l'histoire est de l'ordre d'une autre valeur qui est la quête de la vérité. Alors, il s'agit de les articuler ensemble, mais d'abord de les distinguer. Évidemment, ensuite, après leur distinction, il faut les penser ensemble, il faut les articuler ensemble. Ça, c'est tout le travail que fait sur ce gros volume Ricoeur
avec une traversée de la phénoménologie de la mémoire, une traversée de l'épistémologie historique, et ensuite une définition de la condition historique qui essaye d'articuler les deux. Et donc c'est un énorme travail qui doit tenir compte justement des aspects, je disais, de fragilité, par exemple, de la mémoire. La mémoire peut être manipulée, on le voit, elle peut être, elle peut être amputée, cette mémoire, elle peut être refoulée. Pensez par exemple au fait que, par exemple, dans les photographies des débuts de la Révolution russe, euh, là où on voyait Trotsky avec Lénine, Trotsky avait disparu, hein, parce qu'il était évidemment considéré par Staline comme quelqu'un qui a été d'ailleurs assassiné à coups de piolet. Et donc, non seulement il était assassiné à coups de piolet, comme vous le savez, à Coyoacán, à Mexico, mais en plus, il a disparu de la photo, donc de la mémoire de la Révolution russe. Bon, et donc la mémoire est fragile et c'est pour ça qu'il faut porter une mémoire, mais une mémoire qui est forcément une mémoire plurielle. C'est-à-dire qu'il y a comme disait Alvax, il y a des porteurs de mémoire, mais ces porteurs de mémoire sont chacun singuliers dans leur fidélité à la mémoire qui est la leur. Mémoire individuelle, mémoire collective, mémoire d'un groupe social, mémoire d'une région, mémoire de... Voilà, et c'est de toutes ces mémoires qui ne doivent pas être trop homogénéisées parce qu'elles ont leur singularité que l'histoire se constitue. La mémoire des femmes, par exemple, aujourd'hui, qui est une mémoire nouvelle sur laquelle les historiens travaillent. Et après, il faut effectivement articuler cela avec le souci épistémologique de l'opération historiographique et donc avec disons, les contraintes de la discipline historique qui doit effectivement ensuite faire jouer ces mémoires les unes par rapport aux autres pour créer une histoire nationale, une histoire globale, une histoire mondiale, voilà, après à différentes échelles d'analyse. Et ben je veux dire, là c'est évidemment une magnifique leçon de méthodologie que nous a donné le philosophe Ricoeur pour montrer qu'à la fois on vit dans certaines sociétés, dans certains moments, de ce qu'il appelle le trop de mémoire, et dans d'autres le pas assez de mémoire. Hein. Et donc il faut trouver un équilibre qui n'est pas simple à trouver, hein, c'est sûr, parce que, je vous dis, la mémoire est fragile. Pensez aussi, par exemple, à Freud et aux enseignements de la psychanalyse. Hein. Je veux dire, le travail de la psychanalyse, c'est un travail sur la mémoire. Et Freud a montré qu'il y a effectivement le phénomène qu'on connaît bien aujourd'hui de refoulement mémoriel. Il y a des souvenirs écrans qui empêchent effectivement la mémoire d'émerger concrètement. Donc, tout ça est à prendre en compte, hein, les apports de la psychanalyse, les apports voilà, de la pluralité, enfin de travaux sociologiques sur la mémoire. Je pense entre autres à Alvax, qui a écrit un livre qui s'appelle La mémoire collective, qu'utilise d'ailleurs aussi Ricoeur. Et après, il faut articuler tout ça et l'articuler dans un sens démocratique, c'est-à-dire dans un sens ouvert, dans un sens qui ne soit pas de renfermement, qui ne soit pas d'une seule mémoire ou justement d'une espèce de mémoire d'État qu'on voit bien là, évidemment, de manière caricaturale avec la version stalinienne de l'histoire. Merci, professeur. Merci. C'est ça? Sí, gracias. Merci à vous. Bah, merci à vous de cette rencontre hein, qui m'a bien fait plaisir et puis de dialoguer avec vous qui êtes des chercheurs éminents et qui vous posez des questions vraiment très érudites, très pointues, je trouve, sur justement l'aspect culturel aujourd'hui de la production historique. Sí, bueno, muchas gracias también a usted, profesor Sergio, también, Julián, por todo el proceso de Elo, sin duda alguna también, por
por Voilà. acompañarnos y Alex. Quedamos todavía con la preocupación que ya ha resuelto justamente y de manera provisional Brasil, bloqueando esos malos usos de las redes sociales que con Twitter, por ejemplo, Elon Musk sabe cómo manipular y dominar, ¿no? Y entonces por ahí creo que hay también una oportunidad para entender dimensiones macro del manejo de esas redes y de esos peligros. Bueno, pues agradecer al profesor Dos por su contribución significativa. Ahora abrimos el espacio para preguntas de los oyentes y Merci à vous. vamos a leer las preguntas del chat y también daremos la palabra a quienes deseen manifestarse. Necesitamos ser breves, como también considerando el tiempo del profesor. Ya son 7 horas de distancia, son las 7 de la noche en su lugar de residencia. Así que pueden indicar aquí que les gustaría hablar diciendo clic en el botón mano levantada y siéntanse libres pues de intervenir. Sergio, sí, dale, por supuesto. Hum, professeur, c'est plus tard, c'est un retard de l'heure, et on s'y arrive à finir de, de votre conférence, de votre entretien. Et on, on, on vous remercie pour votre conférence et pour votre mot, pour votre parole. Ce sont des paroles qui sont très importantes pour le Brésil et c'est un plaisir à écouter votre mot avec un regard, un certain regard sur le monde, sur le globe. Et il y a devant et adoravant, il y a de cette question des autres gens qui participent de cet entretien et à cette audience. Et ils vont faire des questions, vont poser des questions D'accord. avec vous. Hein. Je vous remercie. C'est fini. Merci. César, Sí. alguma coisa? Alguma questão para... Ah, ¿no? Ah, sí, mira, por acá, Felipe Rivera. Voy a leer. Monsieur, vous développez un effort, un regard particulier de la biographie intellectuelle. Et il y a il y a des chronologies et cherche des connexions entre la vie et la trajectoire de le penseur, et c'est les intellectuels, les philosophes et le penseur. Et comment vous pensez sur la nouvelle technologie et cette accessibilité de la information numérique et quel est l'impact de la fusion, de, de tout l'agent contemporain faire des écrits et penser la biographie intellectuelle aujourd'hui. Si je comprends bien votre question, le rapport entre la nouvelle technologie et l'écriture de la biographie, c'est ça? D'accord.
Oui, enfin, les technologies modernes pour construire une biographie, là aussi, comme je le disais tout à l'heure, sont utiles. C'est-à-dire que c'est des instruments que j'utilise, évidemment. Outre les archives, par exemple, quand je mène une enquête, bon, la plupart de mes biographies sont à la fois une traversée de l'œuvre, une traversée de l'archive et une traversée de l'enquête orale. Hein, parce qu'en général, je fais des biographies, c'est pas toujours le cas pour les autres, hein, mais moi, je fais des biographies d'intellectuels, disons, contemporains, qui souvent sont morts, mais pas toujours d'ailleurs, mais qui sont voilà, où il y a encore des témoins, hein, qui ont été des proches, qui ont été des étudiants, qui ont été des gens dont je fais la biographie. Et je me sers évidemment de technologies modernes parce que j'arrive à, un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui, à recueillir le témoignage de gens très éloignés grâce justement à la toile, grâce à Internet. Par exemple, pour la biographie de Michel Serres, par exemple, pour prendre mon dernier exemple, et il a beaucoup enseigné à Stanford. Il a enseigné à Johns Hopkins, et à Baltimore, etc. Donc là, il a des étudiants, il y a des collègues, il y a des gens qui l'ont côtoyé et qui me donnent leurs témoignages sur Michel Serres aux États-Unis, Michel Serres en Californie, Michel Serres de la même manière en Italie, en Allemagne. Ça aurait pu être au Japon. Donc, vous voyez, tout en restant sur mon ordinateur, à ma table de travail, je recueille toute une série d'éléments, je me constitue toute une archive qui est, voilà, que me permet justement des technologies modernes de communication. Et puis, alors ça, c'est pas très moderne, mais là, j'ai pas mal contribué à, je peux dire, parce que au début, quand j'ai fait mes premiers travaux, dès le structuralisme d'ailleurs, où j'ai recueilli des témoignages, parce que quand j'ai fait mon histoire du structuralisme, j'étais historien, hein, et je le suis toujours. Mais le structuralisme, les sciences pilotes du structuralisme, c'est la linguistique, c'est l'anthropologie, c'est la psychanalyse lacanienne. Donc, je n'étais pas spécialiste de ces domaines. Donc, j'ai beaucoup utilisé les entretiens pour me tenir au courant justement de ce qu'était le concept de structure dans la linguistique saussurienne, dans la psychanalyse lacanienne, dans l'anthropologie lévi-straussienne. Et donc, j'ai recueilli les témoignages oraux. Or, et comme je l'évoquais tout à l'heure, l'oralité comme archive n'était pas considérée chez les historiens comme légitime, comme scientifique, hein, avec l'idée saugrenue d'ailleurs que la seule archive tangible, c'est l'archive écrite. Alors, c'est vrai que l'archive écrite, elle est très intéressante. Là, je suis en train puisque je travaille aussi à une biographie de Michel Perrault, grande féministe, grande initiatrice de l'histoire des femmes. Là, je lisais voilà, les lettres qu'envoyait Ernest Labrousse à Michel Perrault et de Michel Perrault à Ernest Labrousse. Donc là, on a des lettres, c'est très authentique parce qu'elles ne sont pas retravaillées. Elles datent des années 50, elles datent des débuts des années 1960. Et donc là, il n'y a pas de retravail, on a quelque chose de très authentique. Mais les témoignages sont aussi très authentiques, c'est-à-dire qu'il y a une reconstitution, bien sûr, mémorielle de chacun, de ses souvenirs, où on recompose un peu les choses, mais la manière dont on les recompose, dont on les trie, etc., est aussi très significative. C'est-à-dire que, effectivement, de comment a filtré une mémoire personnelle, qu'est-ce qu'elle en a retenu. Et là, si vous voulez, on accède à des choses auxquelles on n'accède pas par l'écrit, qui tiennent aussi à l'interactivité entre celui qui recueille le témoignage et le témoin. Hein, il y a là un échange et une intersubjectivité qui crée aussi une fécondité de l'archive. Donc là, je dirais, technologie moderne et aussi d'exhumer une archive orale, hein, qui était considérée comme voilà, bon pour populaire et pas du tout scientifique,
mais légitimée. Et aujourd'hui, on a fait pas mal de progrès, et notamment, par exemple, dans l'Institut du temps présent, dont je suis un des chercheurs associés, au début, l'archive orale était un problème, une bataille. Bon. Et aujourd'hui, ça y est, je veux dire, on accepte évidemment l'oralité comme une source même indispensable dans une recherche, absolument indispensable. Évidemment, pour les antiquisants et les médiévistes, c'est plus difficile. César, não há mais perguntas, professor? No, amigo, Eh, esa es la última. Bom, Il n'y a pas eh, d'autres questions, je vois. Cela n'a pas plus de questions. Et, on, on s'est fini la diffusion. C'est ça? C'est ça. Sí, Nosotros vamos gracias. a cerrar, cerrar la difusión. Vamos. Sí, No. amigo, Eh, gracias. Bueno, eh, agradecemos a todas y todos por su presencia y participación, especialmente al profesor Dos, que generosamente aceptó nuestra invitación y compartió reflexiones tan importantes sobre la historia de los intelectuales y la historiografía. Invitamos a todos a las reuniones abiertas del Comité de Historiografía, que se realizan siempre el último sábado del mes, a la misma hora. También nos gustaría recordarles que sigan el Instagram en general de la red, que cuenta con varios comités increíbles y una agenda de eventos imperdibles. Aquellos que deseen saber más sobre la Red Latinoamericana de Estudiantes de Historia del Arte, sigan los procesos y convocatorias oficiales a través de las redes. Aquellos que deseen colaborar con el Comité de Historiografía, sigan los comunicados a través del Linktree o contáctenos por correo electrónico. Acá les dejamos nuestras redes. Muchísimas gracias.